Bonjour. Dans le cadre d'une série d'échanges avec de hauts responsables africains, au sujet de la nouvelle dynamique de coopération sud-sud et intra-africain dans le contexte de la pandémie Covid-19, l'Institut Amadeus a l'honneur de recevoir son Excellence Maman Sidikou, le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Cet entretien va porter sur les nouvelles dynamiques de coopération au sein du continent africain. Votre Excellence, le sommet du G5 Sahel à Nouakchott s'est déroulé dans un contexte international marqué par des développements majeurs, notamment la persistance des attaques terroristes dans la région ainsi que la détérioration de la situation en Libye et les conséquences désastreuses de la pandémie Covid-19 sur le plan sanitaire, économique et social. Quelles sont les mesures phares entreprises par les pays du G5 Sahel afin de faire face à ces défis? Merci beaucoup. Et avant tout, je tiens à remercier l'Institut Amadeus pour l'excellent travail qu'il accomplit depuis bientôt maintenant une décennie, spécialement en matière de renforcement des relations multisectorielles entre les pays du Sud. Oui, vous l'avez dit, le monde est confronté à une crise sanitaire aux conséquences multidimensionnelles suite à la pandémie de Covid-19. Dans notre région du Sahel et ses environs, cette crise vient en réalité exacerber une situation déjà particulièrement périlleuse. Le récent sommet auquel vous avez fait allusion, le sommet de Nouakchott du 30 juin dernier, qui fait suite à celui de janvier 2020 à Pau en France, et au sommet ordinaire du G5 Sahel du 25 février dernier ici même, ces sommets, ces grandes réunions illustrent la volonté des plus responsables de la région et de nos partenaires de se concerter régulièrement et d'agir plus fortement afin de progresser dans le règlement des immenses problèmes auxquels la région fait face. Je veux rappeler que le Sahel, à cheval entre le nord et le sud du continent, est une région stratégique pour la stabilité de toute l'Afrique et bien au-delà. Concrètement, parmi les récentes mesures prises afin de mieux relever les nombreux défis du moment et tirant les leçons des insuffisances passées dans l'articulation de la coopération, je mentionnerai la décision de nos partenaires de se réunir au sein d'un cadre nouveau, la Coalition pour le Sahel. Cette structure de coopération internationale se veut plus cohérente, plus efficace, afin d'appuyer le G5 dans ses actions au service de la paix, de la stabilité et du développement durable de l'espace sahélo-saharien. Le suivi de la mise en place de cette coalition Sahel, ou pour le Sahel, a été au cœur des discussions lors du sommet du 30 juin dernier ici à Nouakchott. Je voudrais ici, si vous permettez, je voudrais souligner la participation effective du Royaume du Maroc à la réunion de lancement de la coalition. Notre frère, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a de façon éloquente exprimé la solidarité jamais démentie du Maroc, solidarité portée par Sa Majesté Mohamed VI à travers des initiatives concrètes et tangibles. Mais pour répondre de façon plus spécifique à votre question, face à l'urgence de la crise de Covid-19, une pandémie qui constitue un véritable défi en réalité à la gouvernance mondiale, le G5 Sahel, à son plus haut niveau, a articulé une riposte sur 3 volets: coordination, communication et intervention sur le terrain. 1. Les chefs d'État du G5 Sahel se sont concertés et ont appelé à l'annulation de la dette dont le remboursement du service s'effectuerait au péril de la survie des Sahéliens les plus vulnérables, tout en appelant nos partenaires à soutenir les plans de riposte de chacun des 5 pays membres. En deuxième lieu, le président du Conseil des ministres, le ministre de l'économie de Mauritanie, a attiré l'attention de ses pairs sur la prise en compte du volet socio-économique de la riposte de santé publique et sur la nécessaire coordination de leurs interventions. 3. Le secrétariat exécutif que j'ai l'honneur de diriger a mis sur pied une task force qui produit une mise à jour quotidienne sur la riposte de la pandémie menée par les États. Cette mise à jour est
partagée à travers toute la région et au-delà. En outre, grâce à la technologie qui nous permet de communiquer aujourd'hui, les vidéoconférences notamment, nous assurons des réunions régulières et un monitoring quotidien de la situation entre et dans nos 5 pays membres. Enfin, c'est très important, grâce à notre partenariat avec la Banque africaine de développement et l'ONU, une stratégie de riposte focalisée sur quelques interventions bien ciblées a été conçue et sa mise en œuvre est en cours. Nous venons ainsi de mobiliser avec la Banque africaine de développement qui va un financement de 22 millions de dollars américains, financement qui va permettre de renforcer les capacités des structures sanitaires de nos pays pour mieux faire face à la crise. De plus, ce financement va servir à porter assistance aux populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes. D'autres appuis urgents vont suivre très prochainement. Les échanges en vue de fixer les modalités pratiques sont en bonne voie avec plusieurs partenaires. Je citerai la BADEA, la Banque arabe pour le développement de l'économie de l'Afrique, le FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture, et la FAO. Voilà donc en gros ma réponse à votre question. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Sidikou. Au-delà du bilan sanitaire lourd, la pandémie du Covid-19 affecte gravement les économies fragiles des pays africains, notamment ceux du G5 Sahel. Quelle place pour la coopération sud-sud et intra-africaine pour faire face à ces défis et quels sont les mécanismes nécessaires pour une meilleure gestion de crise au plan continental? Gassan, les pays du Sud, eu égard à leurs similitudes socio-économiques et dans le cas des pays africains, ajoutons aussi la proximité géographique et culturelle, ont tout intérêt à saisir cette occasion difficile pour en faire une opportunité dans l'accélération d'une plus grande interconnexion entre nos pays. Celle des destins, comme vous le savez, est déjà une réalité. Il s'agit maintenant de mieux nous organiser pour solidairement relever ces défis qui sont à bien des égards quasi existentiels si l'on s'inscrit dans une perspective plus globale. Par conséquent, et au niveau intra-africain particulièrement, il nous faut, en plus du partage d'expériences, davantage de concertation et de recherche de solutions endogènes. La situation actuelle nous y oblige, d'autant plus que la plupart de nos partenaires du Nord sont tout autant déstabilisés à différents degrés par cette crise d'une envergure inédite. C'est le moment, je pense, de passer plus vite des discours aux actes, d'accélérer la mise en place de nos instruments d'intégration dans la zone de libre-échange continentale, c'est le cas. Nous devons innover, compter sur le génie de nos forces vives africaines, encourager une émulation pour stimuler une riposte à la crise qui soit réellement continentale et qui va favoriser un après-Covid 2019 parce qu'il faudra se pencher là-dessus très, très sérieusement. Un après le plus bénéfique possible pour le décollage économique du continent et sa stabilité. L'Union africaine, c'est notre organisation mère, ainsi que les ensembles régionaux ont aujourd'hui l'occasion de démontrer toute leur pertinence. Et je tiens à saluer d'ailleurs les multiples initiatives prises en la matière ces dernières semaines dans cette optique. L'UA a par exemple nommé 5 personnalités africaines de renommée mondiale, chargées de mener un travail de plaidoyer et de négociation internationale au nom du continent afin de trouver les moyens de faire face à la pandémie et à ses conséquences multiformes. Et aussi, je dirais même et surtout, en vue de préparer encore une fois le continent à l'après-crise de Covid 2019. Donc, à chaque crise, ses opportunités. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Nous avons découvert ces derniers mois avec émerveillement
une capacité insoupçonnée de nos pays à produire des masques, des tests et d'autres produits essentiels dans ce contexte de crise sanitaire. Il s'agit vraiment là d'une véritable montée en puissance dans l'urgence. Je dirais donc que cette pandémie offre à l'Afrique l'opportunité de faire des bons qualitatifs pour se positionner plus avantageusement dans le monde après, parce qu'il y aura un monde après. Nos faiblesses d'industrialisation, par exemple, deviennent nos forces car nous n'allons pas vivre les affres d'une mutation douloureuse que subiront les pays du Nord avec notamment la transition énergétique, le passage, dirons-nous, de la 3e à la 4e révolution industrielle, qui devient inéluctable et doit se faire en accéléré. L'Afrique a donc l'occasion d'entrer de plein pied et sans atermoiement dans la 4e révolution industrielle. Favorisons sur notre continent les énergies renouvelables, dont le Maroc est un grand champion, une agriculture durable afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. En nous appuyant aussi, cela est essentiel, sur la résilience de nos populations. Le contexte est franchement très favorable pour accélérer un changement plus pertinent sur notre continent. Nous n'avons rien à perdre. Au contraire, tout à gagner. Merci. Merci à vous, merci Excellence. Donc vous avez mentionné que dans le cadre de l'entraide intra-africaine, il fallait passer des paroles à l'acte. Dans ce contexte, quelle est votre appréciation de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a décidé d'apporter une aide médicale directe à plus de 15 pays africains frères? Merci beaucoup. Je suis un vieux de la vieille qui était sur le comité Al-Quds du temps de Sa Majesté le roi Hassan II, paix à son âme. Et depuis son accession au trône, voici bientôt 21 ans, Sa Majesté le roi Mohamed VI a résolument entrepris de positionner le Maroc comme le champion du Sud dans l'atteinte des objectifs de développement durable ainsi qu'en matière de coopération Sud-Sud. Nous devons, à notre niveau G5 Sahel, saluer cet engagement du roi, constamment renouvelé tout au long des années et qui se manifeste dans les actions de l'ensemble du leadership politique, économique et socio-culturel du royaume chérifien. Je tenais à faire cette précision. Maintenant, cette crise de Covid-19, nous avons une fois de plus, pu constater avec admiration et gratitude les efforts concrets de solidarité impulsés par le roi Mohamed VI et matérialisés notamment par l'envoi d'une assistance médicale à une quinzaine de pays un peu partout sur notre continent, parmi lesquels nos pays du G5 Sahel. Nos télévisions et autres médias informent régulièrement sur cette solidarité qui ne se paie pas de mots. C'est, je dirais, incontestablement un motif de fierté pour tout Africain de voir un pays frère se hisser avec succès aux enjeux, plutôt au diapason des enjeux de l'heure. Répondre adéquatement aux exigences internes de la pandémie et porter assistance aux pays frères et même bien au-delà, jusqu'à des pays dits puissance mondiale qui ont eu recours au savoir-faire et à l'assistance africaine via le Maroc. Je dirais donc, cher Gassam, que l'Afrique gagnerait à mieux utiliser ses atouts dans tous les domaines. Et de ce point de vue, le Maroc constitue une judicieuse source d'inspiration pour l'ensemble du continent. Le G5 Sahel compte intensifier ses relations avec le Maroc, et particulièrement en vue d'un partage d'expériences et d'une plus grande coopération dans la préparation et la gestion de l'après-Covid-2019, plutôt de l'après-Covid-19, afin qu'ensemble nous puissions booster le développement
le développement durable de nos pays. Merci beaucoup. Merci, Excellence. En effet, dans une de vos remarques précédentes, vous avez mentionné la nécessité que les pays africains ont d'améliorer leur production, surtout au niveau sanitaire et médical, ce qui reste un enjeu très important pour tous ces pays. Ici au Maroc, le pays a pu adapter sa production industrielle aux besoins médicaux et a pu fabriquer et devenir exportateur de masques, gels hydroalcooliques et respirateurs. Comment est-ce que les autres pays africains pourraient bénéficier de l'expertise marocaine dans ce domaine? Écoutez, l'expérience est là, laissez-moi être beaucoup plus relax, si vous me permettez le terme. Les relations entre le Maroc et l'ensemble de l'Afrique, et ce n'est pas d'aujourd'hui que la date, je pense par exemple au Fonds vert, les grandes réunions de Brazzaville, qui ont montré la capacité non seulement d'aide à la mobilisation du Maroc, mais la capacité à inspirer sur le plan technique. Donc cela est une réalité. Comment est-ce que les autres pays pourraient s'en inspirer? D'abord, il faut, comme je disais tantôt, qu'il y ait davantage de constatation entre nous pour que les avantages comparatifs de pays comme le Maroc puissent profiter aux autres et inspirer sur le plan local des initiatives. Ensuite, il y a toute la dimension formation, inévitablement. Le Maroc, au plan militaire comme au plan économique, comme au plan médical, a toujours été un havre de formation pour nous tous. Donc, il faudra mettre l'accent là-dessus. Et ensuite, à mon avis, il faut qu'ensemble, nous voyons ce qui se fait aussi, ce qui peut se faire avec le plan local pour libérer l'initiative locale. Au niveau du G5 Sahel, nous travaillons beaucoup maintenant, c'est la nouvelle donne, avec les collectivités territoriales. Je pense qu'il y a des expériences au Maroc qui pourraient également nous aider dans ce domaine-là. Mais de proche en proche, les pays d'Afrique devraient aller davantage vers le terrain. Lorsque moi je vais vers le terrain, dans nos zones difficiles, ce que j'entends dire par nos collectivités locales, en particulier nos maires et autres édiles, c'est ici que ça se passe. Ce n'est pas dans les capitales. Comment pouvons-nous, sur le plan médical aussi, descendre vers le terrain, descendre vers nos collectivités territoriales pour qu'elles soient celles qui porteront le changement. Au niveau du G5 Sahel, nous avons ce que nous appelons le CAPI. Nous avons une stratégie aujourd'hui qui consiste à territorialiser davantage nos interventions. Je pense que c'est un domaine dans lequel nous devons échanger beaucoup avec le Maroc, voir comment le Maroc peut nous soutenir, mais aussi avec les autres pays aux alentours et de proche en proche, avec l'UA également. Nous parlons ici de développement à dimension humaine et de proximité. Parce que votre question renvoie à quelque chose, c'est qu'avant la pandémie, certainement que beaucoup de pays, le Maroc, mettaient déjà l'accent sur le médical, sur la santé. Ce n'est pas le cas partout. Nous allons assister à un renversement des priorités ou à une remise en ordre de nos priorités. Qu'est-ce qui, d'abord, sert à nos populations? Qu'est-ce qui est le plus utile à nos populations? Eau, santé, électricité, compris solaire, éducation de leurs enfants, qui n'est pas négociable. Voilà donc, je pense, une première réponse à votre question. Je pense que nous aurons d'autres occasions pour approfondir la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez mentionné les enjeux de développement tels que l'éducation et l'économie, mais quels sont les enjeux géopolitiques de cette pandémie dans la région, surtout sur les plans sécuritaires et de coopération entre les pays africains en termes généraux, mais surtout entre les pays du G5 Sahel? Écoutez, je vous ai parlé déjà de l'interpellation par le président en exercice du G5 Sahel, l'interpellation de ses pairs pour plus de coordination. Cela suppose aussi que cette coordination de façon concentrique se passe au niveau de l'Afrique aussi, avant d'aller toujours vers le nord, pour ainsi dire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, sur le plan sécuritaire, nous avons encore besoin de soutien, plus grand soutien de notre continent. L'Union africaine vient de décider de l'envoi
de 3000 hommes vers le Sahel, en particulier vers notre région à nous. Nous avons d'autres partenaires qui sont présents dès le départ. Quelque part, cela peut gêner. Mais quelque part aussi, je dis souvent à nos frères africains, c'est parce que vous n'êtes pas là. Mais de proche en proche, puisque nous avons la coalition, maintenant une grande coalition mondiale, l'apport de l'Afrique se faisant sentir de façon plus nette permettra peut-être d'aller vers les autres partenaires pour d'autres choses que, disons, cette intervention de type quasiment de souveraineté qui appartient au continent. Je parle assez franchement ici, je veux que vous compreniez ça aussi de cette façon-là. Et moi, je pense donc que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, au plan économique, j'ai parlé du leapfrog que nous devons faire en ce qui concerne la révolution industrielle. Nous ne pouvons pas passer par les mêmes étapes que les autres. Ce serait d'abord les générations qui nous suivent, les plus jeunes, vous et tous, là, ne pouvez pas vivre de la même façon ces choses-là que nous. Parce que les formations sont différentes, parce que le monde aujourd'hui, c'est parti, je pense. Il est indispensable de faire un leapfrog, un saut, un bon qualitatif pour entrer de plein pied dans le ciel qui est le nôtre. Et donc, nous ne pouvons pas répéter les mêmes étapes que le monde dit développer aujourd'hui. Ensuite, à mon avis, il faut que l'Afrique coordonne les choses ensemble pour aller vers les autres. Parce que le défi majeur qui se posera dans tous les domaines, hein, ce sera de notre capacité à venir à ce rendez-vous ensemble et bien outillés. Et bien outillés suppose qu'ensemble, nous bénéficions du savoir-faire, de l'expérience de ceux parmi nous qui êtes les plus avancés. Merci Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette conversation. Ce genre d'échange est très important pour faire avancer la réflexion sur les enjeux de coopération qui s'imposent à nous dans cette période de crise sanitaire globale. Merci encore une fois.